Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va étudier la génétique humaine. Alors comme vous savez, la génétique humaine, normalement c'est une branche de la génétique qui s'intéresse à l'être humain et à l'étude de la transmission des caractères héréditaires chez l'homme. Et précisément les maladies héréditaires, les gens qui sont impliqués dans les marqueurs de l'identité biologique. Pour étudier cette génétique humaine, normalement, les savants ont trouvé des obstacles et des difficultés pour étudier la génétique humaine. Alors, parmi ces obstacles, on note que l'homme n'est pas une matière expérimentale, d'où l'impossibilité de réaliser des croisements orientés et dirigés. Car pour réaliser des croisements, l'homme doit se marier avec une femme et là, le couplage ne peut pas être de façon orientée. La complexité de la formule chromosomique. Chez l'homme, 2n est égal à 46, c'est-à-dire qu'il possède un grand nombre de chromosomes et par suite un grand nombre de gamètes qu'on peut produire. La faible fertilité, c'est-à-dire la faible fécondité, entraînant le manque des résultats expérimentaux et par suite difficulté de savoir le mode de transmission d'un caractère donné. La longue durée de grossesse et la longue durée de renouvellement des générations ne permettent pas de suivre le mode de transmission d'un caractère donné. Car pour donner naissance à un bébé, on, on doit arriver à l'âge de puberté. Alors normalement pour se marier, on doit d'abord travailler et pour avoir des bébés, normalement on doit se marier et pour que notre bébé lui aussi donne à notre bébé, donc ça lui faut à peu près une autre génération. Et le savant qui suit l'expérience, il meurt et le résultat de la génération F2 n'est pas encore réalisé. Dans ce cas-là, il y a un manque de résultats. Les difficultés d'étude de la transmission des caractères morphologiques, elles se limitent normalement à l'étude des maladies héréditaires suite au manque de résultats expérimentaux. Donc, pour surmonter ces difficultés, on se base sur les moyens suivants. Soit on se base sur l'arbre généalogique, ce qu'on appelle le pédigré, ou la réalisation du karyotype, ou ce qu'on appelle la carte chromosomique, ou on se base sur l'analyse de l'ADN par la technique de l'électrophorèse. Donc pour le premier outil, pour étudier la génétique humaine, on se base sur l'arbre généalogique, c'est-à-dire le pédigré. Alors normalement, c'est une représentation schématique simplifiée des liens de parenté existants au sein d'une même famille. Elle permet alors de suivre et de déterminer le mode de transmission d'un caractère ou d'une maladie héréditaire et savoir la probabilité de son apparition à travers les générations au sein d'une même famille. Il est réalisé selon des données conventionnelles, c'est-à-dire on représente un homme sain par un carré alors qu'un homme malade par un carré noir. Pour la femme, elle est représentée par un cercle. S'il est blanc, il est sain. S'il est noir, il est malade. S'il porte un point, donc c'est une maman qui est porteuse. C'est-à-dire qu'il porte la maladie. C'est-à-dire que la maladie elle est portée par un allèle qui est récessif. Ben, si je mets un trait entre un homme et une femme, c'est-à-dire que tous les deux sont mariés. Leurs descendants, ce sera les traits qui sont verticaux, qui proviennent de ce trait qui est horizontal. Donc par exemple, la première génération, nous avons les parents. La deuxième génération, c'est-à-dire les descendants, il y a l'enfant numéro 1, la fille numéro 3, la fille numéro 5 et le garçon numéro 6. Alors le garçon il se marie avec 7, le numéro 4 se marie avec 5 et le numéro 1 se marie avec 2. Alors la descendance de cette deuxième génération, c'est ce qu'on appelle la troisième génération, puis la quatrième génération. Alors si je mets deux traits entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que c'est un mariage de consanguinité, ce que c'est que l'homme et la femme sont des cousins, par exemple, d'accord, sont de la même famille. Alors si je mets un losange, c'est-à-dire notre maman qui est maintenant 3, elle est enceinte et on ne détermine pas encore le sexe de son enfant, ni s'il est malade ou il est sain. D'accord? Donc on ne sait ni le sexe, ni son phénotype. Et à travers cet arbre généalogique, je peux savoir le mode de transmission de la maladie, si l'allèle malade il est porté par les chromosomes autosomes ou gonosomes, ou il est porté, qu'il est dominant ou il est récessif. Alors pour la deuxième technique sur laquelle on se base pour étudier la génétique humaine, on se base sur la réalisation du karyotype
c'est-à-dire la relation de la carte chromosomique. Alors, nous avons dit que le karyotype, elle représente c'est l'ensemble des chromosomes métaphasiques d'une cellule d'un être vivant classés selon leur taille et la position du centromère. Donc, vous avez un classement des chromosomes. Chaque chromosome est classé devant son chromosome homologue. On se base sur la taille de deux chromosomes et sur la position du centromère. Alors maintenant, quelle est l'importance de cette carte chromosomique? Alors à partir duquel je peux déterminer le sexe. Si les chromosomes sexuels sont XY, c'est-à-dire un grand chromosome, un petit chromosome, donc cette carte appartient à un homme. Si la carte porte deux X, c'est-à-dire deux chromosomes, gonosomes de taille grande, c'est une femme. Maintenant, il peut déterminer la formule chromosomique de l'individu. C'est-à-dire, je peux savoir le nombre de chromosomes autosomes et le nombre de chromosomes gonosomes. Puis, enfin, il permet de révéler les types d'anomalies, c'est-à-dire les mutations chromosomiques, soit de nombre ou de structure. C'est-à-dire, on va voir s'il y a un chromosome de plus, il y a un chromosome de moins dans les chromosomes autosomes ou dans les chromosomes gonosomes. Puis, on va voir quelles sont les modifications que peut avoir un chromosome, soit dans sa structure, c'est-à-dire peut-être qu'il peut y avoir une délétion, c'est-à-dire un morceau qui va se perdre, ou on va ajouter un morceau où il y a une translocation, c'est-à-dire le déplacement et la fixation d'un chromosome ou d'une partie d'un chromosome sur un autre chromosome, où il y a une inversion, c'est-à-dire qu'il y a inversion des gènes sur les chromosomes. Alors maintenant, pour la troisième technique, pour étudier la génétique humaine, on se base sur l'analyse de l'ADN par la technique d'électrophorèse. C'est une technique qui consiste à séparer les macromolécules en fonction de leur vitesse de déplacement, c'est-à-dire selon leur taille et selon leur charge sous l'effet d'un champ électrique. Alors les fragments qui sont chargés positivement vont migrer vers le pôle positif, la cathode, alors que les fragments chargés négativement ils vont migrer vers le pôle positif, l'anode. Les molécules longues migrent plus lentement que les molécules courtes, c'est-à-dire plus le fragment est court, il parcourt une longue distance. Dans le cas de la séparation des fragments d'ADN, alors puisque tous les fragments d'ADN sont chargés négativement à cause de leur groupement phosphate, ils migrent vers le pôle positif, c'est-à-dire vers l'anode. Et plus le fragment est court, il parcourt une longue distance. Donc on prend un papier et on dépose nos particules au milieu. Alors les éléments qui sont chargés positivement vont migrer vers le pôle négatif, alors que ceux qui sont chargés négativement, ils vont migrer vers le pôle positif. Alors maintenant, dans le cas de l'ADN, tous les fragments d'ADN sont chargés normalement négativement, donc ils vont migrer tous vers le pôle positif. Alors à travers cette technique, je peux déterminer si le gène qu'on étudie, c'est-à-dire que le gène qui est responsable de la maladie, est-ce qu'il est porté par les chromosomes autosomes ou porté par les chromosomes gonosomes, et plus précisément le chromosome X. Je peux même savoir si le sexe de cet individu, est-ce qu'il est mâle ou il est femelle. Alors, dans ce cas-là, normalement, selon les résultats qu'on obtient, normalement, avant de réaliser le dépôt des fragments d'ADN pour savoir le type d'allèle que possède chaque individu, nous avons une position de référence. Pour l'allèle A, par exemple, il se dépose dans cette position, alors que l'allèle petit a, on le trouve dans la partie en bas. Maintenant, si je prends la femme numéro 2, nous avons trouvé après migration deux traits. Donc, le premier trait, ça montre que cette femme, il possède l'allèle A. Et le deuxième trait, ça montre qu'il possède l'allèle petit a. Donc, cette femme possède l'allèle grand A et l'allèle petit a. Si je prends un homme, numéro 3, lui aussi, il possède l'allèle grand A et l'allèle petit a. Alors, puisque le mâle possède deux allèles et la femme possède deux allèles, donc le gène ne peut être porté que par les chromosomes autosomes. Donc, si je prends la femme numéro 1, il possède un trait noir très épais au niveau de l'allèle grand A, c'est-à-dire qu'elle est de race pure, il possède grand A sur petit a. Alors que l'homme numéro 4 possède un grand trait au niveau de l'allèle petit a, donc c'est-à-dire qu'il est de race pure, il possède deux allèles petit a sur petit a. Alors dans ce cas-là, on est dans le cas d'un gène porté par le chromosome autosome. Si
les mâles et les femelles portent deux allèles. Dans ce cas-là, le gène est porté par le chromosome autosome. Maintenant, si le cas d'un gène porté par le chromosome sexuel, on sait que le mâle ne possède qu'un seul X. Par suite, le chromosome Y ne porte pas d'allèle. Donc, si on est dans le cas d'un mâle, le mâle ne possède qu'un seul allèle. Si je prends l'individu numéro 4, regardez son génotype. Nous avons mis que XA, petit a, Y. C'est-à-dire, lors de l'électrophorèse, on a trouvé seulement un seul trait au niveau de l'allèle petit a. C'est-à-dire qu'il possède l'allèle petit a. Alors que le mâle numéro 3, il possède un trait au niveau de l'allèle grand A. Donc, c'est-à-dire son génotype, c'est X grand A, Y. Maintenant, si j'étudie la femme, il possède un trait au niveau de l'allèle grand A et un trait au niveau de l'allèle petit a. Ça montre qu'il possède deux allèles. Donc, c'est-à-dire qu'il possède un génotype qui est X grand A, X petit a. Alors que la femme numéro 1 possède un trait qui est épais au niveau de l'allèle A, donc il possède deux allèles A. Donc son génotype X grand A, X grand A. Alors si je compare les résultats pour un gène gonosome porté par X et un gène autosome, on observe pour le cas d'un gène porté par X, les mâles ne portent qu'un seul allèle, alors que les femmes portent deux allèles. Et ceci ne peut avoir lieu que si le gène est porté par le chromosome sexuel, c'est-à-dire qu'il y a distinction entre les mâles et les femelles. S'il y a distinction au niveau des résultats entre les mâles et les femelles, donc, ce cas-là, le gène est porté par le chromosome sexuel. Mais dans le cas d'un gène porté par les chromosomes autosomes, j'ai la femelle qui peut porter deux allèles et le mâle, lui aussi, peut porter deux allèles. C'est-à-dire, il n'y a pas de distinction entre les mâles et les femelles. Non, tous les deux peuvent porter deux allèles. Tous les deux peuvent être hybrides. Alors que dans le cas d'un gène porté par le chromosome X, le mâle ne peut jamais être hybride. Le mâle possède un seul X, c'est-à-dire qu'il possède un seul allèle. Alors que la femme peut avoir deux allèles puisqu'il possède deux X. Alors dans ce cas-là, c'est à travers cette technique d'électrophorèse, c'est-à-dire la migration des fragments d'ADN qui sont chargés négativement vers le pôle positif, je peux déterminer le sexe. D'accord? S'il possède deux allèles, donc c'est une femelle, il possède un seul allèle, c'est un mâle. Je peux déterminer est-ce que le gène est porté par les chromosomes gonosome ou porté par les chromosomes autosome. Dans ce cas-là, donc si je conclus, cette technique il permet de déterminer le sexe de l'individu mâle ou femelle. Le gène étudié est porté sur le chromosome autosome ou sur le chromosome gonosome et je peux même déterminer le génotype de l'individu et je peux savoir même s'il est de race pure ou il est hybride.